Bonjour professeur et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'investissement dans l'immobilier. Dans la société ainsi que dans la communauté africaine, il y a quelques idées véhiculées et nous souhaitons avoir votre regard sur ces sujets-là. Premièrement, la première idée véhiculée est celle qu'on peut s'enrichir en s'endettant pour investir dans l'immobilier. La deuxième idée est qu'il n'y a pas de risque à utiliser un prêt relais pour s'acquérir une maison. Ok, merci pour ces questions pertinentes. Mais je dirais d'abord qu'avant tout, je pense que je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, là, il faut pouvoir redéfinir c'est quoi l'objectif de vie. Si notre objectif de vie est de maximiser le matériel qu'on aurait pu faire, qu'on pourra faire pendant la durée de notre vie sur la Terre, ok, ben, l'investissement immobilier fait partie du matériel qu'on est capable d'aller chercher. Maintenant, l'utilisation de la dette dans l'immobilier, il est vrai que ce sont les idées qui sont véhiculées, que ce soit dans la communauté africaine ou bien dans d'autres communautés, surtout auprès des immigrants récents. Lorsqu'ils arrivent, on les fait comprendre comment on est capable de se faire beaucoup d'argent avec l'immobilier. Ben, je dirais d'abord qu'il n'y a pas beaucoup d'honnêteté. Si vous posez des questions à ceux qui ont des actifs immobiliers, parce que j'en ai rencontré, ils vous diront des choses qui sont assez différentes de ce que vous entendez à chaque fois sur les réseaux sociaux ou bien que vous verrez auprès de certaines personnes qui sont moins honnêtes. Ce que je veux par là dire, c'est qu'il est extrêmement rare de voir d'abord un actif immobilier qui est capable de s'autofinancer. Ça veut dire que quand vous achetez un condo, un duplex, triplex, peu importe, là, vous êtes amené à mettre un peu de sous vous-même pour pouvoir payer les factures qui sont reliées à l'immobilier. Il faut voir bien que mettre une maison en location à travers la dette, ça implique que vous devez payer de l'hypothèque. Et une fois que vous avez payé l'hypothèque, vous avez les taxes qui sont reliées à la maison, qu'il faut également payer. Et très généralement, si vous regardez, c'est facile, là, vous allez sur Internet, vous regardez une maison qui se vend, vous verrez, c'est toujours indiqué, si c'est un locatif, c'est toujours indiqué le revenu possible. Si vous regardez le revenu possible que vous êtes capable de vous faire avec cet immobilier, vous verrez bien que ça n'arrive même pas à payer votre mortgage. Et si ça paye le mortgage, ça serait quasiment le max, parce que ça veut dire que vous devez vous-même, de votre propre poche, mettre de l'argent pour pouvoir faire face aux charges reliées à l'immobilier. Même si cet immobilier produit, pardon, un certain revenu. Donc on est rendu, on se résume, on a un immobilier qui produit des revenus, mais pas assez pour pouvoir faire face aux charges de cet immobilier-là, du locatif bien sûr. Donc, déjà lorsqu'on doit emprunter pour pouvoir acheter dans l'immobilier, il faut qu'on comprenne très bien que ce qu'on peut gagner, c'est ce qu'on va recevoir en retour, c'est le gain en capital. Ça veut dire qu'on peut que se faire de l'argent lorsqu'on aura revendu notre parc immobilier ou bien l'immobilier en question. Et en ce moment, comme je l'ai déjà dit, il est extrêmement difficile de savoir si on s'est fait un gain ou pas. Il est extrêmement difficile. Il est clair que c'est facile de regarder l'augmentation en termes d'argent qu'on a, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est un gain, parce qu'il faut faut prendre en considération plusieurs facteurs et tous les coûts qui sont reliés à ça. Lorsque vous faites du locatif, vous avez deux options. Soit vous gérez vous-même de manière opérationnelle la location, soit vous le donnez à des gestionnaires, à des agences qui font dans la gestion des patrimoines, et eux, ils vont charger de l'argent pour pouvoir faire cette gestion-là. Donc, à la fin de la journée, si vous gérez vous-même, il faut que vous puissiez considérer le coût qui est relié à la gestion immobilière de cet appartement ou bien de ce duplex. Généralement, ceux qui ne sont pas initiés dans le domaine de la finance ou de l'économie, ou bien de mathématiques financières, ils ne vont pas prendre en considération beaucoup de facteurs, beaucoup de coûts, beaucoup de charges qui sont pertinents pour la détermination réelle du revenu. Et après, une fois encore, les dépenses se font à un temps zéro et la vente se fait à un temps dans le futur. Donc, pour pouvoir comparer les flux monétaires qui sont générés, il faut pouvoir déterminer le taux d'intérêt et je suis quasiment certain, c'est quasi impossible d'aller déterminer le taux d'intérêt adéquat pour pouvoir utiliser les flux monétaires reliés à cet actif. D'abord, ça c'est un aspect assez technique, mais moi je connais particulièrement pas mal de gens qui ont 80 portes et ainsi de suite. Là. À la fin de la journée, ils n'arrivent pas eux-mêmes à mettre du carburant, du gaz dans les voitures. Donc, il faut en être conscient.
pendant la détention de cet actif, ils ne sont pas capables de changer de véhicule, ils ne sont pas capables de mettre du gaz. Si vous leur demandez 100 $, 200 $ à eux, pas à l'agent de la banque, là, si vous leur demandez l'argent à eux-mêmes, de vous donner l'argent qu'ils ont travaillé d'eux-mêmes, ils ne sont pas capables de vous donner 500 pièces sans pour autant en souffrir. Donc, il faut voir que des investisseurs qu'on ne connaît pas, ceux qui se présentent sur Internet comme étant, voilà, comme étant des grands investisseurs, et si vous regardez plus en détail, de manière, avec un œil d'expert, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont occultés. Donc, c'est un peu comme si on vendait du rêve aux gens. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se faire de l'argent avec l'immobilier, mais sûr, ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas si évident comme on le fait croire aux gens qu'on peut se faire de l'argent en achetant un appartement. Je suis prof, donc j'ai eu pas mal d'étudiants qui sont venus me voir, qui cherchaient à revendre leur condo, qui se louaient bien, mais ils n'arrivaient même pas à gagner 50 pièces par mois sur ce condo-là. À la limite, c'est eux qui mettaient de l'argent. Et comme la situation immobilière a changé, les condos étaient moins demandés par rapport au duplex, ils n'étaient même plus capables de revendre leur condo. Et donc là, ils se retrouvaient avec un investissement qui ne leur apportait rien du tout. Non seulement ils ont mis de l'argent là-dedans, mais ils ne sont pas capables de revendre à la valeur de l'hypothèque. C'est-à-dire revendre au prix de l'hypothèque. Et dans un investissement qui est quasi zéro, qui est quasi négatif en ce moment-là. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que de mon expertise, ou bien de mon expérience, on ne peut pas devenir riche en achetant une maison, des appartements, un investissement dans les appartements et en les détenant. On peut peut-être faire du flipping, c'est-à-dire acheter, rénover, revendre. Jusqu'à là, si vous regardez la marge, elle est infiniment toute petite. Là, et si vous l'actualisez, vous considérez tous les coûts, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans comme gain par rapport au travail que ça demande. Donc, c'est une idée qui est véhiculée beaucoup, mais moi je l'ai vu beaucoup dans la communauté africaine, et c'est vraiment pas une réalité, ça ne correspond pas. Ce qui est vrai aussi, c'est que beaucoup de gens qui ont des parcs immobiliers, ils ne sont pas forcément honnêtes. Ils vous disent, je me fais de l'argent, ok, mais votre seule façon de savoir qui se fait de l'argent, c'est de regarder qu'est-ce qu'il roule comme voiture, dans quelle maison il dort. Dans le fond, tout ce qu'il a, c'est la dette. Et il vous dit qu'il a beaucoup d'argent grâce à l'immobilier, mais il est dans la dette pareil, même pour sa vie propre. Donc, vous n'avez aucune façon, puisqu'il ne va jamais vous montrer ces actifs-là, réels. Vous n'avez aucune façon de savoir qu'est-ce qu'il détient réellement. Même s'il détient ces actifs-là, est-ce qu'il a de l'argent? Est-ce qu'il est capable d'aller en vacances avec son propre argent? Pas avec la carte de visa, ni avec une carte de crédit quelconque. Est-ce qu'il peut aller en vacances avec son argent à lui qu'il a travaillé, et non l'argent de la banque? Et l'autre chose, peut-être, c'est... Je vais faire une parenthèse là. Lorsqu'on achète une maison, même pour l'habiter, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est locataire pareil. Voilà une autre idée qui est véhiculée, qu'on est propriétaire. C'est un mot qui a été inventé pour que vous soyez confortable, mais il faut comprendre que le jour que vous ne payez pas votre loyer à la banque, elle saisit votre maison et elle vous met à la porte. Donc, en quoi vous êtes propriétaire? Vous êtes propriétaire de quoi? De quelque chose que vous payez à chaque mois? Le concept ne marche pas. Vous êtes propriétaire, mais vous payez le loyer à chaque mois. Ça ne marche pas. Si vous regardez dans certains pays émergents, lorsque quelqu'un a sa maison, c'est sa maison. Il est propriétaire. Ce n'est pas parce que vous avez des documents administratifs de la maison qui sont reliés, qui sont reliés à votre nom que vous êtes propriétaire. La preuve en est, même devant le notaire, la banque joue un très grand rôle pour que le document soit signé. Donc, vous n'êtes pas propriétaire. Vous n'êtes propriétaire que lorsque vous l'avez payé au complet. Sinon, vous êtes locataire. Tout ce que vous faites quand vous achetez une maison, vous changez de bailleur, on va dire ça comme ça, en français vulgaire. Donc, c'est aussi simple que ça, jusqu'à ce que vous ayez payé au complet. Donc, pour revenir à la question principale, est-ce qu'on est capable de s'endetter et s'enrichir en investissant dans l'immobilier? Moi, je dirais non. On est capable d'aller chercher du levier. Désolé. On est capable d'aller chercher du levier pour pouvoir s'endetter davantage, ça c'est sûr. Mais quand il dit du levier, c'est qu'on va acheter une maison, on va pouvoir aller chercher la valeur supplémentaire dessus pour aller faire telle chose. Ok, on va aller chercher du levier pour pouvoir être capable de s'endetter davantage, jusqu'à ce qu'on soit capable de sortir du milieu de l'immobilier pour aller dans le milieu de l'industrie. Moi, je dirais que c'est peut-être mieux d'investir dans les actifs financiers, c'est-à-dire les actions, les obligations, parce qu'en ce moment, c'est vraiment une propriété. Lorsque vous achetez une action, vous n'êtes pas locataire d'une action, hein, vous êtes propriétaire de l'action. Sauf que vous prenez un risque qui est beaucoup plus important, ça c'est certain, parce que la valeur de l'action bouge beaucoup plus que la valeur de l'immobilier.
Mais comme je dis, si la détention de l'immobilier rendait les gens riches, je connais pas mal d'Africains qui seraient riches, mais sans pour autant être capable de citer les noms, ou de vouloir citer les noms, ils ne sont pas forcément capables de vous payer de l'argent, du gaz parfois par semaine. Donc, on ne peut pas comprendre que quelqu'un ait 8, 10 portes, mais soit incapable de vous donner 200 $. Ben, il y a un problème. Il a un parc immobilier de 3 millions, de 5 millions de dollars, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il est capable d'acheter avec son argent? Même si on parle avec l'argent de la banque, là, pour beaucoup, ils sont parfois incapables d'acheter quelque chose après par le crédit. Et la parenthèse qu'il faut aussi ouvrir, c'est celle qui concerne la fiabilité même des documents qui sont déposés lorsqu'on va aller emprunter. Il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas moi qui le dis, si vous regardez les sociétés qui assurent l'hypothèque, vous verrez, il y a des études qui montrent ça. Il y a beaucoup de fraude à l'information lorsqu'on est rendu à aller chercher l'hypothèque. Il y a beaucoup qui font des montages financiers énormes, juste sur le court terme, parce que la loi le permet. La loi va dire on va regarder on va regarder les dernières séries de paiements ou les T4, peu importe, là, mais la loi n'oblige pas la banque d'aller regarder le futur. Là, on ne va pas chercher à savoir est-ce que les 300 000 $ que vous avez gagnés l'année dernière, c'est ce que vous allez gagner dans les 5 prochaines années ou les 25 prochaines années. Donc, il suffit qu'on travaille fort, peu importe comment, on a un relevé ou bien on a un relevé qui nous permet d'aller chercher un montant très important, bien qu'on ne soit pas capable d'avoir le même rythme de travail dans le futur. Ça ne va pas intéresser forcément la banque, ce n'est pas sa préoccupation. La législation ne l'oblige pas à aller fouiner jusqu'à ce degré de détail-là. On l'oblige à elle de regarder ce que vous avez fait dans le passé. Donc, on sait très bien, c'est une réalité, il y a des montages financiers extrêmement compliqués que les gens font, peu importe la communauté, ça c'est reparti là, pour aller chercher un montant élevé. Mais par la suite, ils ne sont même pas capables de pouvoir, parce qu'ils ne vont pas faire tout ça toute la vie de détention, pendant toute leur durée de vie, ils ne vont pas continuer à effectuer ce qu'ils ont fait pendant le montage financier. Donc, et là, ils vont commencer à jongler pour pouvoir faire face aux charges de l'immobilier. Mais la réalité, c'est qu'ils ne vous diront jamais la vérité sur ce qu'ils vivent en tant que propriétaire. Et après, il ne faut pas oublier, lorsqu'on achète un actif immobilier, ce n'est pas comme une action, hein, ou bien que ça reste même, ce sont les êtres humains qui sont là-dedans. Même si c'est une action concerne une entreprise, mais après, vous êtes très loin de l'entreprise. Mais lorsque vous achetez l'immobilier, vous n'êtes pas très loin. C'est votre appartement. Ça veut dire qu'il y a des individus dedans. Donc, vous pouvez peut-être, supposons même, dans le meilleur des cas, vous faire des gains. Si vous conservez cet appartement sur 10 ans, vous pouvez faire des, supposons, même si ce n'est pas possible, mais supposons, vous faites de l'épargne qui provient du revenu pendant 9 ans. Il suffit que vous ayez la 10e année le pire locataire du pays pour qu'ils mettent votre appartement dans un état où tous vos gains vont disparaître en un temps record. Donc, lorsqu'il dit qu'on ne va pas se faire forcément de gains avec une richesse importante avec l'endettement et en investissant cet argent dans l'immobilier, c'est parce que je prends tout un ensemble. Il ne faut pas juste regarder, voici mes revenus locatifs, donc si je multiplie ça, je divise, ça donne ça. Non, ça ne marche pas de même. La gestion immobilière, elle est dynamique, et il y a beaucoup d'incertitudes, et puis elle est reliée au droit qui régit le monde de la location, et vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en hiver à l'extérieur, même s'il ne paye pas, il y a des lois dans le pays. Donc, si la personne de mauvaise foi, parce que vous n'avez pas peut-être, vous avez la malchance, ce qui arrive, ce qui est certain, c'est que si vous êtes bailleur sur 10 ans, vous aurez une fois sur ces 10 ans un mauvais locataire. Un mauvais locataire. Donc, c'est certain. C'est impossible que vous détenez vos actifs pendant 25 ans et puis vous avez tout le temps seulement les bonnes personnes. Donc, il y a des gens qui débarquent et louent, ils refusent de payer, peu importe la raison. Vous ne pouvez pas le mettre à l'extérieur. Ils consomment votre Hydro-Québec, ils consomment tout ça à votre nom, vous devez payer tout ça. Et à un moment donné, bon, parfois, j'ai vu des gens qui payent pour que le locataire sorte de la maison. Donc, juste pour qu'il sorte, il paye encore parce que la voie de la justice, ça prend parfois beaucoup plus de temps qu'on ne le souhaite. Et en ce moment, moi, j'ai jamais vu quelqu'un de très honnête qui m'a fait comprendre qu'il est capable de se faire un sou. Au contraire, j'en ai vu qui sont venus me voir parce qu'ils ne comprennent pas comment ils se sont retrouvés dans ce piège-là et ils ne savent plus comment revendre parce qu'ils ont des appartements ou des condos qui n'arrivent plus à revendre.
soit parce que c'est en mauvais état, soit parce que c'est mal situé, soit parce que, pour plusieurs raisons, ils sont plus capables de revendre, surtout si c'est dans les condos. Là. Il y a des lois qui régissent les condos, c'est différent des duplex. Donc après, les gens, pourquoi ils achètent l'immobilier? Parce qu'ils ont vu leurs frères de la communauté le faire. Pas parce qu'ils comprennent grand-chose. Donc vous ne pouvez pas vouloir vous enrichir alors que vous ne comprenez rien de l'immobilier. Juste parce que votre voisin, généralement on ne se comprend pas le voisin là, mais votre frère de la communauté vous a dit qu'il avait un appartement à louer, et là vous vous dites, moi aussi je dois en avoir. Par compétition, par comparaison négative, je dois avoir aussi, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Alors même si on a le cerveau qui ne comprend rien à l'immobilier, on va quand même aller investir dans ce domaine. On n'a pas le tempérament qui va avec la gestion humaine, parce que ce sont les locataires qui sont là-dedans, il faut pouvoir savoir les parler, ainsi de suite. Il faut savoir sélectionner son locataire. Donc, on n'a pas la nature pour la gestion de ces choses-là, mais on va quand même dans ce milieu parce que d'abord on a la paresse de ne pas réfléchir aux alternatives, et après on se compare, tel un appartement à louer, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et voilà, on se retrouve dans un univers, par la suite qui est complexe, on n'a même pas l'honnêteté de dire aux autres, ne faites pas la même erreur. C'est là où le bas blesse, parce que ceux qui sont honnêtes vont vous le dire, mais beaucoup ils ne sont pas. Ils vont vous dire, oh, ce paradis-là, je me fais beaucoup d'argent. Mais si vous lui demandez de vous montrer son relevé, il sera incapable. Il sera incapable de vous montrer quelque chose, mais il va vous le dire avec juste les éléments persuasifs. Bon, maintenant, concernant la deuxième question, est-ce qu'on devrait utiliser un prêt relais? Ben, que le prêt relais n'a pas de risque. Ben, il n'y a pas un instrument financier qui n'a pas de risque. Ben, il faut voir que généralement, les gens utilisent le prêt relais dans un contexte qui est assez simple. Ils ont déjà une maison et ils souhaitent acheter notre maison. Et en ce moment, ils vont aller voir la banque pour que la banque puisse, voilà, la banque puisse leur prêter de l'argent dans un scénario où ils mettent en gage leur première maison. On va dire ça comme ça. Mais il y a tout un délai qui est relié à l'apport financier. Ben, généralement, ce sont les gens qui n'ont pas d'apport de fonds propres pour pouvoir mettre pour la nouvelle maison. Donc, ils ne veulent pas mettre leur propre argent pour la nouvelle maison. En ce moment, la banque va leur dire, OK, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est que je vais financer ta nouvelle maison. Et entre-temps, tu as tel délai pour pouvoir m'apporter des fonds propres. Et ce dernier, lui, il espère apporter ses fonds propres en revendant l'ancienne maison. Donc, voilà le scénario dans lequel on se trouve. Sauf que la banque, elle étant prudente, va fixer les délais. Donc, la banque va financer pour qu'on construise la maison. Elle va le faire jusqu'à la fin. Elle respecte son engagement. Sauf que celui qui est censé apporter de l'argent pour constituer son prêt relais a un délai qui est assez serré pour vendre sa maison. Et lorsqu'il n'arrive pas à revendre, là, il se retrouve parfois dans la difficulté. Et ça arrive très facilement. Hein. On en connaît des cas où les gens ne sont pas capables de revendre les maisons et que le délai fixé par la banque arrive. Là, ils se retrouvent à aller voir les usuriers. Et là, on parle de 20, 30, 40% d'intérêt. Et sans oublier tout l'aspect qui concerne la santé mentale. Parce que la période où la banque, lorsqu'on est proche du délai, il faut imaginer la personne devient très irritable, parle tout seul, d'une nervosité assez... tous les symptômes de l'anxiété ou bien tout ça se voit si vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il a conçu une nouvelle maison alors qu'il est déjà propriétaire dans une ancienne, ou bien il est locataire, et qu'il devient très nerveux, très agressif, dites-vous bien que peut-être il a utilisé le prêt relais et qu'il n'est pas capable de revendre sa maison. Donc, c'est un instrument financier qu'il faut utiliser avec beaucoup, beaucoup de précaution. Il est toujours mieux d'aller chercher votre argent pour, si vous voulez acheter une deuxième maison, il faut comprendre que la mise de fonds doit être apportée. Donc, consultez votre mise de fonds avec vos épargnes et allez déposer à la banque pour pouvoir acheter l'autre maison. Le prêt relais, c'est pour des gens qui ont des capacités autres. Il ne faut pas être là, il ne faut pas, ça ne doit pas être le seul outil que vous avez. Ça veut dire que vous n'avez pas d'épargne, vous n'avez rien du tout. Vous jouez à la roulette russe. Soit ça marche, soit vous mourrez. Parce que c'est ça, soit ça marche, soit vous perdez tout. Donc, pour ceux-là, il y en a qui vont se retrouver dans des scénarios assez compliqués et ils n'auront même pas parfois de quoi payer, comme je dis encore, juste du carburant dans les voitures.
ils vont se retourner vers des amis,